Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici pour décrypter à nouveau l'actualité nationale et internationale. Nous allons nous intéresser à deux sujets majeurs qui occupent l'opinion nationale au Bénin, puis à un autre, si le temps nous le permettait, à un autre qui concerne l'actualité au Cameroun, notamment la présidentielle annoncée pour la fin de cette année 2025. Anissé Carlos Souké, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, au plan national, nous aurons à évoquer cette polémique autour des sorties assez insistantes et répétées de l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, alors que le premier président de l'ère du renouveau démocratique prenait du plaisir à courir au quotidien presque sur les sites de réalisation ou de construction d'infrastructures à Cotonou. C'est son fils Galio Soglo qui s'est inquiété un peu pour sa santé, son âge et surtout les interprétations politiques de ces sorties insistantes de son père. Et comme ce que cela pourrait avoir comme écho au sein de l'opinion publique nationale. Il a vite fait de publier un communiqué qu'on va analyser aussi. On va analyser les réactions que le communiqué a suscité aussi. Puis on dira deux mots, et ça c'est le deuxième sujet, à propos de cette rencontre entre Patrice Talon et les patrons d'entreprise de Cotonou. Eh bien, la rencontre a eu lieu la semaine écoulée au Palais de la Marina et les acteurs se sont dit deux mots au sujet du climat des affaires au Bénin, mais aussi et surtout comment construire l'économie du Bénin eh bien, pour de bonnes perspectives. Au Cameroun, tenez-vous bien sur vos sièges, il y a 81 personnes qui sont allées déposer leur candidature pour la présidentielle prochaine. C'est bien ouvert, hein? Enfin, plus démocratique, dirait-on. En tout cas, on fera l'analyse tout à l'heure. On va commencer déjà par notre tout premier sujet. Anissé Karosoke, Nicéphore Soglo, le nonagénaire, qui a beaucoup de force maintenant pour parcourir, je dois dire, des infrastructures depuis, mettons quoi, Abomey-Calavi avec la zone industrielle de Glodjibé, Cotonou avec le Centre international de conférence, d'ailleurs, qui a été érigé sous sa présidence, ou alors jusqu'à Porto-Novo pour examiner un peu la double voie qui est en construction pour relier la capitale politique à la capitale économique du Bénin. Beaucoup de force pour le nonagénaire. Oui, beaucoup de force, mais il n'avait jamais été dit qu'il est devenu grabataire et qu'il ne pouvait plus parcourir le pays. Il voyageait. À 94 ans, on ne pariait pas trop sur sa force physique. Nicéphore Soglo a toujours voyagé, donc oui, je considère que il a la force. On ne lui a pas inculqué une force qu'il n'a pas. Donc, d'avoir peut-être déclenché cet activisme peut susciter une interrogation. Et on peut se demander pourquoi c'est maintenant, alors qu'il a été pendant longtemps extrêmement critique vis-à-vis du pouvoir, pourquoi c'est maintenant qu'il parcourt le pays en découvrant des infrastructures, un peu comme si pendant tout ce temps, il ne savait pas que quelque chose se faisait. On peut effectivement se poser la question, mais à l'analyse, je considère que Nicéphore Soglo est peut-être en train de faire une critique de discernement en mettant peut-être de côté ce qui relève de la gouvernance politique qui a généré des réformes qui à leur tour sont facteurs de troubles et de problèmes, en les distinguant de la réforme économique et peut-être même de la réforme sociale. Et s'il apprécie aujourd'hui ce qui se fait par rapport à la construction d'infrastructures, cela ne veut pas dire à mon sens qu'il ait changé d'avis en ce qui concerne la gouvernance politique. Je suis convaincu que si aujourd'hui on l'interrogeait par rapport à son avis personnel sur les réformes économiques et leur mise en application, ces mots ne changeraient pas par rapport aux mots qu'il avait utilisés il y a quelques mois. On est bien curieux de savoir, à l'analyse, qu'est-ce qui peut bien le pousser à sortir de plus en plus comme ça? Peut-être nous donner une petite leçon de discernement. Comme je le disais tantôt, c'est bon de critiquer. C'est bon quand ce n'est pas bien fait de sortir et de marquer sa désapprobation. Mais lorsqu'il y a certaines choses qui se font bien, il n'y a personne d'autre qu'un chef d'État, qu'un ancien chef d'État, qui sait à quel prix il faut mettre toutes ces choses-là en place pour les apprécier. Et je considère que c'est son expérience personnelle qui l'édifie dans les déplacements qu'il fait
et qui lui donne le sentiment qu'il y a un fossé qui a été bouché et que le pays, quelque part, est en train d'avancer. Donc, c'est bon de dire que ça ne va pas sur le plan politique, mais c'est notre pays. Et personne d'autre que nous ne viendra vendre notre pays. Et si l'ancien chef d'État considère que certaines choses se font bien et qu'il se donne la peine de les apprécier publiquement, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais vous connaissez mon sentiment personnel sur cette question-là. Si Nicéphore Soglo était resté dans son coin bien silencieux, ça n'aurait pas changé grand-chose à la perception que le monde a du Bénin. Ce qui surtout accroche un peu, je dois dire, l'opinion publique nationale, c'est que, et c'est la lecture qu'en font beaucoup de personnes, hein, on a l'impression qu'il y a une certaine contradiction entre ces attitudes, la critique de la gouvernance politique et l'appréciation des œuvres infrastructurelles. Oui, et ça donne le sentiment que, quelque part, il a peut-être trouvé le moyen d'entrer en négociation pour obtenir quelque chose, une faveur quelconque du pouvoir, et que c'est cela qui nécessite une contrepartie de découverte. À son âge, est-ce qu'il peut encore négocier quelque chose? Je pense que non. Très honnêtement, je pense Certains mettent la que ce balance serait lui dans la- faire l'injure d'avoir une intégrité discutable. Ce serait Mais c'était mettre dans la balance la liberté de son fils aîné, Liadi Soglo, qui a quelques soucis avec le gouvernement de Cotonou. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que ça serait lui faire une injure à Nicéphore Soglo de penser qu'il se rabaisserait à dire des choses qu'il ne pense pas parce qu'il a envie de faire entrer son fils. Donc, il nous a habitués à ne pas avoir sa langue dans la poche, il nous a habitués à un langage de vérité, et sauf à penser qu'aujourd'hui, il devient sénile, ce dont on peut discuter. Je ne pense pas que Nicéphore Soglo soit en train de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Certains sont surpris aussi de ces appréciations, mettons, dithyrambiques. On sait que c'est un ancien chef d'État, donc il a forcément encore, même s'il y a longtemps qu'il a géré le pays, il a forcément encore un réseau de renseignements et d'informations qui lui disent au jour le jour ce qui se passe dans le pays. Il a été maire de Cotonou aussi, et plus récemment donc, avec des réseaux qui existent certainement. Même dans sa chambre à coucher, il a dû certainement apprendre qu'il a eu tout ce qu'il est en train de découvrir et qu'il dévoile avec un peu de surprise dans le ton. Oui, c'est vrai. Et je pense que fondamentalement, Nicéphore Soglo est peut-être en train de faire comme le Bénin l'avait fait par le passé, par exemple dans le cas du conflit que nous avons, enfin pas du conflit, on va dire des accords que nous avons avec le Niger. Il y a un temps pour hausser le ton, il y a un temps pour constater qu'il faut faire avec l'existant, et puis il y a un temps pour devenir conciliant. J'ai l'impression que aujourd'hui, il n'y a plus de combat particulier à mener contre Patrice Talon, qui est en fin de mandat et qui a décidé qu'à la fin de son mandat, il respecterait la Constitution. Il n'y a plus aucun combat particulier à mener. On peut lutter contre la pérennisation de son régime, parce qu'après lui, il peut choisir quelqu'un qui continue son œuvre. Ce n'est pas en désapprouvant publiquement ce qui se fait qu'on trouvera le moyen de l'empêcher de positionner un dauphin. Donc je pense que Nicéphore Soglo est en train de faire la part des choses, en fait, entre le moment où il y avait une possibilité de changer quelque chose dans la gouvernance et le moment où il faut constater que, bon, ben, on ne peut plus rien changer, mais bon, on constate ce qui a été fait et on apprécie à sa juste valeur ce qui existe. Ce qui est curieux, et ça aussi beaucoup l'ont relevé, c'est le moment qu'il choisit pour faire ses sorties et ses constats assez intéressants. On est à 6 mois des élections décentralisées et législatives. Pour se trouver un meilleur directeur de campagne, il ne fallait pas réfléchir, hein, il tombe bien. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Nicéphore Soglo n'est pas déçu de l'opposition et que c'est pour ça qu'il se dit qu'il a un positionnement meilleur à faire? Personne ne nous le dit. Peut-être bien que, chemin faisant, il s'est rendu compte que l'opposition qu'il aurait souhaité peut-être pour notre pays n'est pas véritablement celle que nous avons aujourd'hui et que, bon, il a décidé de ne plus leur apporter tout son soutien comme par le passé et de nuancer un peu. Hein? Donc moi j'ai un peu le sentiment que c'est cela. Parce qu'on ne sent plus beaucoup de déception dans ce qu'il dit, on ne sent plus
la désapprobation nette qu'il y avait de la gouvernance par le passé. On ne sent plus le désir profond qu'il avait de changer complètement les choses. On se rappelle bien de j'irai le capturer moi-même. Vous comprenez? Donc, on a l'impression qu'avec le temps, il s'est dit que entre deux mots, la gouvernance actuelle paraissait encore peut-être la moins pire. Donc, oui, ces sorties peuvent donner le sentiment à certains qu'il est en train de trahir ses convictions d'hier, mais en réalité, il y a aussi le fait que Nicéphore Tsoglo est un homme qui a toujours été caractérisé par une honnêteté intellectuelle. Et je pense que c'est cette honnêteté intellectuelle qui lui fait faire ce qu'il fait aujourd'hui. Prise de distance alors avec l'opposition? J'ai comme le sentiment, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus trop s'associer aux activités de l'opposition. On ne sent plus, en tout cas, il y a longtemps d'ailleurs qu'on l'a vu avec on ne sent plus un soutien en actif. public. C'est vrai qu'ils se rendent visite par moment quand certains événements leur imposent de le faire. Mais le soutien politique actif à l'opposition, à mon sens, a cessé depuis un certain moment. Et ce n'est donc pas nouveau que Nicéphore Tsoglo ait les positions qu'il a aujourd'hui. Il y a ceux que ça arrange bien, ces sorties répétées, mais il y a ceux que ça dérange beaucoup. À commencer déjà par son cercle familial. Son fils cadet, un certain Gali Tsoglo, a sorti un communiqué pour attirer l'attention sur l'âge de son papa, la santé de son papa aussi. C'est quelque part quand même objectif de le faire remarquer. On peut penser ça. Mais si Gali Tsoglo avait été de la majorité présidentielle, on n'aurait jamais vu sortir ce genre de communiqué. Donc, quelque part, c'est sa position politique actuelle qui lui dicte ce qu'il dit. Et par conséquent, je considère que ce n'est pas un jugement objectif. Son père, à mon sens, n'a pas perdu le sens de la réalité des choses. On dit que plus on vieillit, plus on a l'impression qu'on devient plus petit, plus jeune. Enfin, oui, peut-être qu'on peut-être qu'on est moins dur. Moins dur. Peut-être qu'on est moins dur, moins sévère quand on prend de l'âge, parce qu'on nuance un peu les choses. Mais je ne pense pas du tout que Nicéphore Tsoglo ait perdu suffisamment de neurones pour ne plus savoir ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et à mon sens, si Gali Tsoglo ne l'avait pas dit de cette façon-là, il n'est venu à l'esprit d'aucun Béninois que Nicéphore Tsoglo n'avait plus toutes ses facultés. Donc, je pense que c'est le positionnement politique de Gali Tsoglo et ses ambitions personnelles qui l'ont amené à faire cette déclaration-là. On l'a quand même senti quand il était un peu sévère avec le gouvernement de talent. On l'avait senti côté mouvance, relever, je dois dire, son âge et y faire allusion quant à la pertinence et à l'objectivité de ses appréciations. Je pense que chacun fait ses appréciations le droit de son côté, en fonction de ses intérêts personnels. Absolument. Et des objectifs que chacun vise. Mais sur, mettons, la santé physique, le fils a bien de raison de s'inquiéter. Mais est-ce que vous avez appris que Nicéphore Tsoglo a fait une crise et qu'il n'a pas pu continuer un voyage? On ne sait pas toutes les mobilisations médicales hospitalières que cela appelle. On peut penser aussi que ça lui fait beaucoup de bien de sortir comme ça. Plutôt que de penser que ça nuit à sa santé, on peut aussi penser que ça lui fait beaucoup de bien d'avoir des motifs de sortir de chez lui et de se rendre encore utile. Donc, non, je pense que chacun fait ses déclarations en fonction de ses intérêts personnels et de ses ambitions personnelles. Nicéphore Tsoglo est le seul, me semble-t-il, qui soit en mesure de dire ce pourquoi il pose les actes qu'il pose, mais à les voir, a priori, je ne suis pas convaincu de ceux qui disent qu'il y a un intérêt particulier à le faire et à le faire maintenant. Son fils n'est pas de votre avis, hein? Lui qui pense d'ailleurs que deux de nos confrères sont bien montés pour organiser le coup qui se déroule. Peut-on vraiment penser à une manipulation vraiment politique parce que quand même, Nicéphore Tsoglo, c'est quand même une image, c'est quand même une référence, c'est quand même une personnalité, c'est quand même une voix aussi qui compte. Moi, je vais vous renvoyer simplement à l'interview que Nicéphore Tsoglo a donné récemment à l'occasion de la sortie de son livre. Si vous l'avez suivi, vous comprendrez que Nicéphore Tsoglo est encore Nicéphore Tsoglo. Il n'y a rien de diminué en lui pour l'instant. Et donc,
par conséquent, je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à Nicéphore Soglo de penser qu'il se laisse instrumentaliser. En tout cas, nous sommes dans un contexte politique, les interprétations sont libres, hein, et du côté de la mouvance, on se frotte les mains. Ah oui, mais ça les arrange, les mouvanciers, de savoir qu'une voix extrêmement critique et une voix qui porte et qui compte est désormais, à tout le moins, neutre, à défaut même d'être un soutien actif. Est-ce que Nicéphore Soglo a oublié toutes ses convictions d'hier? Je n'en suis pas sûr. Et c'est pour ça que je ne serais pas surpris de l'entendre encore demain revenir sur un certain nombre de griefs et dire qu'il faut que ça change absolument. Est-ce qu'il faut être dérangé d'avoir la réaction du porte-parole du gouvernement, par exemple, au sujet du communiqué de Galéo Soglo? Il a parlé de gens qui raisonnent et de gens qui raisonnent. C'est le porte-parole du gouvernement. Donc, il a dit ce qu'il a cru devoir dire dans sa position et dans l'exercice de sa fonction pour donner une réponse à ceux qui pensent que le gouvernement est en train d'instrumentaliser Nicéphore Soglo. Pour lui, ce n'est pas du raisonnement, c'est juste un peu de bruit que fait Galéo Soglo, qui, dans la foulée, ne l'oubliez pas, est aussi en train de vouloir ressusciter le parti Renaissance du Bénin de sa maman, à qui il aurait fait la promesse ferme On en dira deux mots tout à l'heure. Bon, donc, dans cette foulée, on peut comprendre que Galéo Soglo est dans un certain activisme et que, par conséquent, la réponse du porte-parole du gouvernement est celle du berger à la bergère. Est-ce que ces sorties pourraient avoir quelque impact, je dois dire, sur, mettons, évidemment, il y a la polémique autour, mais est-ce que ça peut avoir des impacts sur, des impacts politiques, je veux dire? Les impacts politiques ne s'analysent pas au présent forcément. Je pense que tout ce beau monde peut se retrouver demain en train de parler d'une seule et même voix. En politique, il n'y a pas d'adversaire définitif. Il n'y a pas non plus de point de vue inconciliable. Donc, nous allons vers des élections. Il est normal que chacun se détermine par rapport à un certain nombre de critères, ne serait-ce que pour être intéressé, ne serait-ce que pour être considéré comme un interlocuteur vers qui on va et avec qui on discute. Donc, tout ça fait partie des grandes manœuvres qui s'observent à l'approche d'une élection présidentielle. Mais ces prises de position peuvent entretenir aussi une confusion quand on connaît un peu sa critique dès le départ et puis ces mots maintenant, une sorte de confusion au sein de la masse populaire. Non, pas de confusion du tout. Ah oui? Non, enfin, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Nicéphore Soglo, on le disait tantôt, n'a pas été tendre avec la rupture pendant de nombreuses années. Bon, donc, personne ne pouvait parier sur le fait qu'à quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon, on l'entendait dire ce qu'il dit là. Donc, c'est pour vous dire qu'en politique, tout est possible. C'est le champ de tous les possibles et qu'on est effectivement dans une période où chacun se valorise et nous aurons encore beaucoup de déclarations de cette nature-là pour défendre ou pour condamner. Et par conséquent, je pense que c'est un positionnement que chacun fait et qui est dicté par la proximité des élections présidentielles. Allez, venons-en justement à ce sujet. Vous aviez commencé à l'évoquer, hein, cette promesse de Galéo Soglo de ressusciter la renaissance du Bénin. Ça peut expliquer ce communiqué? Absolument. Absolument. C'est cohérent. Parce qu'il souhaiterait sans aucun doute avoir son père, Nicéphore Soglo, à ses côtés, et constituer un soutien important. Parce que sans son père, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut même pas envisager de faire quoi que ce soit si son père n'est pas à côté, parce que la Renaissance du Bénin a une âme, et cette âme s'appelle Nicéphore Soglo. Donc, c'est normal que Galéo veuille déjà, par conséquent, le dissocier de tout ce qui se fait aujourd'hui, pour que lui, à son tour, puisse le récupérer et en faire le maître à penser de son parti politique, en tout cas la personne qui rassemble. Et je pense que c'est cette manœuvre-là qui est en cours et c'est une manœuvre normale pour quelqu'un qui décide de résister à un parti dont il n'a jamais été un véritable leader. Et par conséquent, si Nicéphore Soglo est perçu aujourd'hui comme quelqu'un qui est instrumentalisé par Galéo Soglo et qui le dit publiquement, ce n'est pas parce qu'il le pense, mais parce que c'est ce qu'il faut dire pour que son père revienne
vers lui. Est-ce que politiquement et puis juridiquement, c'est possible encore aujourd'hui? Ça m'étonnerait que ce soit possible. Mais tout le monde peut rêver. Oui, mais l'exemple avec le PRD, ça nous fait, enfin, ça nous amène à commencer à mettre des garde-fous et des balises, des précautions. Ce n'est pas parce qu'on agite l'idée de le faire qu'on a déjà réussi à le faire. À mon sens, le PRD n'a pas encore réussi à se détacher et à continuer d'exister en tant qu'entité. Donc, je pense que si le PRD n'a pas pu, ce serait encore plus compliqué pour Gani Osoglo, qui n'était pas le leader incontesté de la RB, Oui, comme Maître Adrien Mbedi l'est pour le PRD. Au sein de l'opinion, on connaît l'affiliation, on connaît le sang qu'il lie avec oui. Il porte le nom, mais ça ne suffira jamais si Nicéphore Soglo lui-même n'est pas à ses côtés. À vous donner carrément toute influence possible de Gani Osoglo oui, sur la RB. Pourtant, dans le parti politique oui. et dans son fonctionnement, si vous m'aviez dit que son frère était revenu, Léadi était revenu et voulait ressusciter la RB, je n'aurais pas eu le même raisonnement. Parce que Léadi Soglo a véritablement contribué au fonctionnement de la Renaissance du Bénin. Mais à un moment donné, son autorité a été contestée. D'ailleurs, il a été destitué à Aboumé pour qu'on aboutisse justement... Mais au moins, il a été actif, véritablement. Ce n'est pas le cas de Gani, qui est resté un peu à l'écart et qui, à un moment même, est allé au gouvernement contre les intérêts de la Renaissance du Bénin. Bon, je ne vois pas pourquoi il débarquerait aujourd'hui et s'emparerait de ce titre de leader pour la simple raison qu'il aurait fait la promesse à sa maman de ressusciter un parti dont il n'a jamais été un véritable cheval ouvrier. Il a quand même deux avantages qui pourraient en tout cas avancer. D'abord, l'affiliation, comme je l'ai dit, même si à votre avis ce n'est pas aussi solide que cela, mais il y a aussi qu'il est d'une génération de ceux qui n'ont véritablement pas eu un lien direct avec la Renaissance et que de l'agiter comme ça en tant qu'entité ayant, ma foi, joué un grand rôle au lendemain de la conférence nationale, ça peut peut-être réveiller chez certains de la nostalgie, chez certains peut-être quelque chose d'intangible qui fait rêver. Vous avez raison, oui, mais il faudrait déjà qu'on sache quelles sont les personnalités de la Renaissance du Bénin qui pourraient décider de faire l'aventure avec Gani Osoglo. Moi, j'analyse qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un candidat Zanaï, je ne sais pas trop, avec ses prises de position aussi. Je crois qu'il est dans la même ligne, mettons politique à peu près. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'ils fassent chemin ensemble. Et par conséquent, je dis que Gani tout seul ne peut absolument pas réveiller la Renaissance du Bénin, qui était une force politique extrêmement dynamique et importante, qui reposait sur un certain nombre de personnalités qui existent encore, qui travaillent encore, qui sont très actifs dans le milieu politique encore aujourd'hui, mais qui ne sont pas avec lui. Par conséquent, je ne vois pas très bien comment il pourrait s'en sortir. En tout cas, on verra comment il va dérouler son projet politique et sa promesse à sa maman. Il ne faut pas oublier que la Renaissance du Bénin ne s'est pas éteinte et n'est pas morte de sa plus belle mort. Il a fallu qu'un certain nombre de personnes au sein du parti se réveillent et décident de récupérer ce qui leur paraît être le fruit de leurs efforts collectifs. Parce qu'ils ont refusé que ça soit un héritage. C'est pour ça, justement, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pour que la Renaissance du Bénin ne soit pas considérée comme un héritage. Donc, si la Renaissance du Bénin a été dépouillée de son contenu par les personnes qui croient avoir travaillé à en faire ce qu'il était, je pense qu'il ne lui reste pas grand-chose dans l'enveloppe que Gani Osoglo pourrait brandir pour... Il pourrait peut-être agiter, mettons, des éléments juridiques, le contexte dans lequel on a fait partir son grand frère de la tête du parti, alors qu'il n'était même pas à Cotonou. Ça avait posé quelques problèmes juridiques, enfin, ça avait soulevé quelques problèmes juridiques. Il peut surfer là-dessus et se donner quelques chances de tenir en tout cas le débat. Il y aura toujours des personnes derrière lui. Dans tous les cas, il y aura toujours des personnes derrière lui, mais ce ne sera pas la masse qui fera, en tout cas, craindre quoi que ce soit à qui que ce soit. On va changer de sujet, on va parler moins politique maintenant, on va s'intéresser un peu au développement économique du Bénin.
et de son avenir. On va faire le constat déjà de la marche du Bénin depuis 2016 à l'avènement de Patrice Talon, et puis on va projeter un peu le Bénin pour ce qu'il deviendra, en tout cas à partir des réflexions menées à la dernière rencontre entre le chef de l'État et les acteurs mettons du monde des affaires. La Marina qui a accueilli une séance de discussion entre le président de la République et quelques 10 patrons d'entreprises au Bénin. C'était vraiment opportun de faire ça quand on sait que on a commencé à amorcer, je dois dire, la descente côté pouvoir talent. Je pense qu'il y avait quand même un peu plus de 10 patrons de presse, 10 patrons d'entreprise. Il y en avait beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est une initiative qui était saluée par tous ceux qui étaient présents, parce qu'on avait le sentiment que les opérateurs économiques nationaux avaient été complètement marginalisés et délaissés à la faveur des politiques de réforme, à la faveur de l'avènement de la GDIZ qui ne mettait la lumière que sur des investisseurs étrangers. Je pense que cette démarche avait été faite dans le sens de montrer que notre pays a changé d'écosystème sur le plan des affaires. Et parce que quand on compare à ce que nous étions hier, il y a quand même du chemin. Il y a du chemin qui a été fait. Parce que hier, qu'est-ce que nous avions? Nous avions des entreprises qui prospéraient un peu sauvagement. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui créaient des personnes qui devenaient fortunées du jour au lendemain. Donc il y avait toujours une raison particulière pour quelqu'un d'aller créer une entreprise parce qu'il y avait une opportunité à saisir. On crée son entreprise pour se faire de l'argent, oui, mais les affaires. Il faut observer que cette façon de prospérer n'arrangeait que quelques individus. Vous verrez que quand ces sociétés prospéraient, les dirigeants, les heureux PDG ramassaient tout l'argent pour aller construire quelques maisons, pour se sécuriser. Et dès que le régime change, la plupart du temps, il y a beaucoup de sociétés qui disparaissaient, qui déposaient le bilan, qui n'étaient plus en mesure d'être concurrentielles. Ou alors, c'est le PDG qui prend l'argent pour aller investir massivement au sein des citoyens, pour faire campagne, de façon à ce que, quand il arrive, le nouveau régime puisse lui donner les 3 genres de facilités qu'il a toujours eu. Les facilités des marchés publics, qu'on surfacturait très largement, les facilités fiscales, parce que les gens pouvaient ne pas payer d'impôts sans être inquiétés, et les facilités d'exonération. Donc, nos entreprises prospéraient sur ces facilités-là, sans s'enraciner et sans se projeter dans l'avenir. Ça fait que quand vous regardez autour de nous, il n'y a pas de société qui ait 10, 15, 20, 30 ans et qui se soit construit dans la solidité, dans la structure et dans comment dire, et qui ait prospéré de façon très régulière, de façon à ce qu'on puisse dire, dans 100 ans, dans 200 ans, cette entreprise-là continuera d'exister. Donc, cet opportunisme qu'il y avait dans les affaires se voyait même à travers le fonctionnement de la CCIB. La CCIB qui était une vache à lait, qui ne contribuait pas à grand-chose, en dehors du fait qu'on venait y manger. Vous voyez? Je ne suis pas trop content de vous, hein, en tout cas. Non, c'est ça la vérité. Parce qu'il y a eu des audits. Et nous avons tous vu comment la CCIB a fonctionné ces dernières années. Il y a eu un audit qui a révélé des choses extrêmement graves. Et puis après, il y a eu un liquidateur qui a remis en place les choses, qui a fait adopter de nouveaux textes et qui a procédé au renouvellement du personnel de la CCIB qui fonctionne aujourd'hui d'une manière beaucoup plus harmonieuse et plus, on va dire, beaucoup plus sérieuse. Donc, aujourd'hui, nous avons des entreprises qui prospèrent dans la difficulté et dans la vertu, parce que les textes de la République aujourd'hui obligent toutes les entreprises à être dans la vertu. Vous ne pouvez plus ne pas payer vos impôts et être tranquille, c'est impossible. Vous ne pouvez plus compter sur la vache à lait qui constitue les marchés publics pour devenir milliardaire du jour au lendemain. Vous ne pouvez plus compter sur les exonérations qui, hier, donnaient la possibilité à des sociétés, pendant un laps de temps, de s'approvisionner pour 20 ans de marchandises. Donc, aujourd'hui, il y a un écosystème qui laisse croître des entreprises
qui sont effectivement confrontés à des difficultés, il faut l'avouer, mais qui grandissent dans la vertu. Je crois que c'est cela qui traduit un peu la vision du chef de l'État qui s'est exprimé ce jour-là en des termes à peine voilés et qui, à mon sens, opposait les fortunes subites d'hier à la construction d'une entreprise qui prospère et qui avance dans le futur avec assurance. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que les structures économiques que nous avons ne sont plus tout à fait dans la logique de faire la promotion individuelle de PDG ou de 2 ou 3 personnes au sein de la société, mais ce sont des structures qui sont créées pour que de façon pérenne, on puisse les avoir, même si les PDG arrivaient un jour à disparaître, même si le régime arrive à changer, même s'il arrivait que les facilités d'aujourd'hui soient revues. Voilà, donc nous avons des entreprises sérieuses qui prospèrent et les chefs d'entreprise que nous avons vus et qui ont parlé avec le président de la République au Palais de la République ont donné le sentiment, en tout cas, que la situation n'était pas désespérée, mais ils attendaient un geste de la part du gouvernement pour souffler un peu, parce que les mesures étaient, à leur sens, un peu trop corsées, et je pense que le chef de l'État a dû les entendre, et il est bon qu'à la fin, en allant vers la fin de son deuxième quinquennat, il parachève ce qu'il avait commencé avec les audits et la restructuration du monde des affaires. Quand vous parlez d'entreprises qui prospèrent, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire un petit bémol? On les a souvent entendus se plaindre, à la fois, je dois dire, des charges fiscales, à la fois des mesures prises ça et là et qui rendent un peu plus difficile, je dois dire, leur capacité à survivre. Aujourd'hui, parler d'entreprises béninoises vraiment qui prospèrent, c'est réellement, mettons, faire fi totalement des difficultés qu'elles ont connues pendant ces 10 dernières années. Oui, je pense que quand un arbre perd complètement ses feuilles et se condamne à être abattu, il faut l'abattre. Et quand on a abattu cet arbre-là, il faut en planter un autre. Mais celui qu'on plante ne grandit pas du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, oui, on avait quelque chose qui n'était pas bon. Et il fallait raser ça et construire un écosystème moderne. C'est la lecture que je fais. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu un audit, il y a eu de la restructuration et il y a aujourd'hui des entreprises qui prospèrent dans la vertu et c'est difficile de prospérer dans la vertu. Dans tous les pays du monde, c'est difficile pour une entreprise de prospérer dans la vertu, parce que vous n'avez plus les fraudes au cordon douanier, vous n'avez plus les fraudes au niveau fiscal, vous n'avez plus les marchés juteux de l'État qu'on se facturait 15, 20, 30 fois. Donc c'est normal, c'est ce que nous avions et qui nous donnait le sentiment qu'on avait un pays qui fonctionnait bien. Mais ça ne pouvait pas continuer. Ça ne pouvait pas continuer. Parce que lorsque quelqu'un, parce que son frère ou son ami est devenu ministre, devient milliardaire du jour au lendemain, et que ça n'inquiète personne, qu'est-ce qu'on construit comme société? C'est une société qui va à sa perte. Donc, à un moment, il faut regarder la vérité en face, et c'est peut-être le corollaire d'avoir un chef d'État qui ait une bonne connaissance du monde des affaires. C'est peut-être cela. Mais toujours est-il qu'il y a une restructuration qui fait que les gens se plaignent beaucoup, mais tout le monde n'a pas fermé. Vous verrez bien qu'il y a quand même des sociétés oui, mais à quel prix elles tiennent, justement, c'est ça le problème. Et puis, il y a cet aspect que le pays, enfin, le Bénin est quand même un pays, mettons, de service, avec des entreprises qui ne font que dans le service et dans le transit aussi. Et quand on sait qu'on a eu quelques difficultés avec le Nigeria et qu'avec le Niger, on n'a pas fini, mettons, d'aplanir les divergences, à quel moment précisément ces entreprises ont vraiment eu, je dois dire, des affaires à faire justement sous ces régimes? Ces entreprises n'ont pas eu des affaires à faire parce que ces entreprises ne sont pas aussi bien structurées pour avoir des affaires à faire. C'est un conteste, en fait. C'est pour ça qu'il fallait que nous ayons la possibilité d'avoir de véritables entreprises. Le chef de l'État vient d'annoncer en Conseil des ministres, je pense, l'expropriation
de terres allant jusqu'à près de 900 hectares. 1000 hectares à peu près, 1000 hectares à peu près dans la 983 commune ou de un truc Kétou, comme ça, oui. pour construire un véritable écosystème Mais des ça, c'est pour le affaires. futur, C'est pas pour maintenant, C'est pour les ça que je entreprises vous qui dis vivent. qu'un arbre qu'on plante aujourd'hui ne peut pas produire des fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de planter de nouveaux arbres pour permettre à terme d'avoir de beaux fruits. Et si ça continue, il est évident que d'ici quelques 10 ans ou 15 ans, le Bénin aura des entreprises très très solides et n'aura plus besoin de demander à des expatriés de venir occuper la GDIZ. Vous voyez bien que quand on veut travailler avec des entreprises d'une certaine taille, on n'en trouve plus dans notre pays, il n'y en a pas. En dépit de tous les milliards que les gens gagnent, les entreprises ne grandissent pas. Les entreprises ne grandissent pas. C'est le PDG qui prend l'argent, qui distribue. Vous ne verrez jamais une société sérieuse dont le PDG serait en train de jeter l'argent par la fenêtre. Et pourtant, c'est ce que nous avons toujours Non, il n'y en a pas eu au quotidien chez nous. Non, regardez bien autour de nous. Tous ceux qui sont à la tête d'une entreprise qu'on estime prospère, c'est des gens qui jettent de l'argent en construisant des hôpitaux par-ci, en donnant des ambulances par-là, en faisant des. Ça, c'est pas jeter de l'argent, c'est quand même le volet social de toute entreprise, normalement implantée au sein d'une société. Si ça se fait dans le cadre de la responsabilité sociale d'une entreprise, on le comprend très bien. Mais c'est dans le cadre de la politique politicienne que tout ça a été fait. Et c'est ça le problème. Donc la politique était intimement liée aux affaires. On rendait des hommes prospères, on leur donnait beaucoup d'argent et à leur tour, ce sont eux qui entretenaient l'électorat. Ce n'est pas ça, faire des affaires. Ce n'est pas ça, construire un écosystème sérieux. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des personnes, en tout cas ceux qui résistent, sont des personnes qui croient en l'entreprise et qui travaillent effectivement à avoir de grosses entreprises. Donc, si aujourd'hui on ouvre sur Kétou et que bientôt on va avoir des échanges de certains niveaux avec le Nigeria, je pense que là, on est en train de créer les conditions pour que tout le monde puisse véritablement travailler à gagner de l'argent. Mais il faut travailler. Et il ne faut plus compter sur la facilité, il ne faut plus compter sur les exonérations, il ne faut plus compter sur la fraude fiscale, il ne faut plus compter sur la fraude douanière. Il faut aujourd'hui travailler à gagner de l'argent dans le cadre du développement normal d'une entreprise. C'est comme ça que le développement du Bénin sera véritablement porté et ne reculera plus, ne chutera plus. Hein? C'est un peu comme dans la vision des dragons d'Asie qui, à un moment, étaient complètement, même au sous-sol, et qui aujourd'hui ont prospéré parce qu'on a su implémenter une vision, celle de l'entreprise en laquelle on croit. Et je pense que c'est un peu ça que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile à accepter, c'est vrai que c'est difficile à vivre quand on vient d'où nous venons, parce qu'on ne comprend pas que l'argent ne soit plus aussi facilement accessible. Mais si ça se fait dans on va dire, dans un esprit de développement, même après Patrice Talon, si nous continuons sur cette lancée, nous devrions, d'ici peu de temps, avoir des entreprises mais vraiment solides qui soient véritablement porteuses du développement. Alors, pour préparer cette émission, j'ai quand même discuté avec une ou deux patrons d'entreprise qui ont vécu un peu les 10 dernières années et qui m'ont dit, en tout cas, qui n'ont pas eu le sentiment d'avoir été vraiment intéressés par la politique au plan économique de Patrice Talon, lui qui est beaucoup plus focus, je dois dire à travers la GDIZ d'ailleurs, à attirer l'attention, enfin attirer l'intérêt des investisseurs étrangers sur le Bénin et à travailler sur des filières à l'exportation, deux axes sur lesquels, ma foi, les entreprises locales ne se sont pas souvent retrouvées. Ça les a mis en difficulté. Oui, mais les entreprises locales ont quelle taille? En fait, c'est de ça il faut les aider à grandir. Parce que, il faut les aider à grandir de quelle façon? Pas dans la fraude. On ne peut pas les aider dans la grande facilité en faisant des subventions à tout va. On ne peut pas faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est de créer un écosystème qui permet à chacun de travailler. Mais quand on a permis aux grands de venir s'installer comme ça et facilement, ça leur permet de piétiner les jeunes qui sont là. Pour l'instant, ce sont les grands qui se sont installés, mais ça ne nettoie pas complètement le paysage de tous les petits. Vous connaissez la concurrence dans les affaires, c'est violent. Et les petits doivent travailler à grandir. En fait, c'est pourquoi je vous disais que normalement, à terme, nous devrions même avoir le dessus sur toutes les entreprises étrangères qui viennent s'installer, parce que nous aurons installé des entreprises véritables qui soient pérennes et qui ne soient plus tributaires
de la présence d'une seule personne. Hein? Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont tributaires de la présence d'une seule personne. Il suffit que cette seule personne disparaisse et puis l'entreprise disparaît. Cet esprit n'est pas celui d'un entrepreneuriat pérenne. Donc, nous avons, c'est vrai, des possibilités avec des hommes d'affaires qui ont des relations, mais si vous leur demandez de se constituer de façon sérieuse pour concurrencer les investisseurs qui viennent, vous verrez qu'il y a beaucoup de failles dans la constitution même de leur société. Et mieux, c'est que nos hommes d'affaires, nos commerçants n'aiment pas s'associer pour être forts. Le contexte culturel... Ça nous dessert beaucoup d'avoir des hommes d'affaires qui ne savent pas s'associer pour construire quelque chose. Si vous voyez une entreprise aujourd'hui qui est construite par 3 entrepreneurs, comptez que dans 10 ans, il n'en restera qu'un seul. Parce que tant que les autres ne sont pas éliminés, il y en a un qui ne se sent pas à l'aise. Donc chacun des 3 fera toujours l'effort, dès que l'entreprise va commencer par prospérer, d'éliminer les 2 autres pour être le seul capitaine à bord. Cet esprit-là ne permet pas de favoriser l'épanouissement de véritables entreprises solides. Parce que c'est dans la mutualisation des moyens que les entreprises grandissent. Nous ne savons pas faire ça. Nous ne savons pas faire ça. Et lorsqu'on ouvre un capital pour dire qu'on recherche des associés, vous verrez que c'est des milliers de petits associés qu'on préfère prendre plutôt que des associés solides qui peuvent avoir une part importante dans votre entreprise. Donc les gens préfèrent travailler en solitaire et n'avoir pas de compte à rendre parce que notre manière de fonctionner, c'est de créer l'entreprise et dès qu'il y a de l'argent dans la caisse, de venir tout prendre pour aller sécuriser notre investissement, soit en construisant des maisons pour nos vieux jours, soit en créant des affaires parallèles, mais l'affaire principale pour laquelle on avait un investissement de départ, on la laisse mourir parce qu'il y a d'autres associés dedans. Vous voyez? Donc, cette mentalité n'est pas favorable à l'entreprise et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui essayer peut-être, parce que quand on fait une ouverture sur Kétou, et qu'on se projette dans ce qui va se passer à Kétou, les petites entreprises individuelles ne prospéreront pas. Hein? Il faut que nous ayons le moyen d'avoir de grandes entreprises, parce que faire des échanges avec le Nigeria, ça ne sera pas avec des micro-entreprises, ça sera avec des entreprises solides. Et comme l'État se désengage, et que ce sont des particuliers qui doivent assurer les gros capitaux, il faut que nos hommes d'affaires apprennent à travailler ensemble. Et ça reste tout un défi à relever. Et c'est ce défi qui nous empêche jusqu'à présent d'avoir des entreprises véritablement solides. Alors, on a vu, en tout cas, Patrice Talon, jeter les bases de ce que c'est que la GDIZ. Aujourd'hui, on annonce déjà un autre gros projet à Kétou. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire décoller tout cela en un laps de temps? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de trop embrasser? C'est ce que je veux dire. Non, mais si ça va trop vite, parce que déjà, on ne s'est pas assuré, je dois dire, de la pérennité de ce qui se passe à Abomey Calavi. Ah, mais lorsque c'est fait de façon à ce que ça soit bien structuré, on ne s'inquiète pas pour l'avenir. Quand vous avez planté un arbre et que vous l'arrosez, vous ne vous inquiétez pas de l'avenir de cet arbre. Vous savez qu'une fois qu'il est planté, il va grandir. Il faut s'assurer de la disponibilité de l'eau et surtout déjà je pense que de la disponibilité de celui qui va arroser au quotidien, même quand vous avez peut-être un petit bobo qui ne vous permet pas de prendre l'arrosoir et d'aller vers l'arbre. Oui, mais pour l'instant, nous avons un écosystème dans lequel il y a un certain nombre de précautions qu'on prend pour que les entreprises qui travaillent et qui travaillent dans la vertu puissent être consolidées et grandir un peu. Peut-être qu'il y a une pression fiscale qu'il faut desserrer un peu, parce que c'est l'avis de tous les hommes d'affaires. On en parlera tout à l'heure. Peut-être que c'est ça, mais dans le fond, comme je vous l'ai dit, il y a nécessité aujourd'hui à se concentrer sur l'entreprise, à travailler véritablement en tant qu'entreprise et non plus à profiter d'une opportunité juste pour se lancer dans les affaires et se considérer comme un homme d'affaires. C'est ce que nous avons eu jusqu'à présent et ça, il faut que ça change. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs dans le pays qui sont sérieux et qui ont des entreprises qui ont grandi sous nos yeux de façon progressive. Vous verrez que ces entreprises-là ne sont pas dans les mêmes difficultés
que celles qui ont été créées dans un opportunisme politique. Alors, la spatialisation aussi, je dois dire, des unités des espaces de production et économique pose aussi un petit problème aux chefs d'entreprise. Bien évidemment, on a quelques soucis au nord, mais pourquoi est-ce que tout doit être concentré au sud? Il y a eu aussi ce volet-là aussi que certains ont évoqué. Bon, je pense qu'il y a un problème de proximité avec l'administration, parce que parfois il faut faire très vite. Mais elle se numérise, l'administration. Et je pense que plus qu'elle va se numériser, plus il y aura des moyens de se rendre à Parakou en 30 minutes, et plus nous aurons d'entreprises qui s'installeront un peu partout. Parce qu'il y a aussi la proximité qui joue un rôle extrêmement important. Parce que parfois, dans les affaires, vous avez des rendez-vous qui ne peuvent pas souffrir d'une minute de retard. Et lorsque vous vous trouvez à Latitengu et qu'il n'y a pas d'avion dans le pays pour vous transporter jusqu'à Cotonou, les difficultés que vous avez dans le fond à fonctionner régulièrement parce que tous les services qui sont concernés par l'épanouissement des affaires sont concentrés dans un espace réduit ici, et parfois c'est votre présence physique dans ces lieux-là qui détermine un certain nombre d'avancées. Donc vous êtes obligé d'être là où se trouvent les structures avec lesquelles vous travaillez. Donc si demain nous avons à la faveur de la dématérialisation la possibilité que les hommes d'affaires puissent se déplacer d'un point à l'autre du pays avec une extrême rapidité, c'est sûr que des entreprises vont s'installer un peu partout. Il y a l'élément aussi de la mortalité des entreprises, des micro-entreprises aussi. Certains l'ont fixé autour de 60% à la limite, des jeunes entreprises qu'on crée. Est-ce que, véritablement, quand on est en train de travailler à transformer un milieu, une si grande mortalité, une mortalité aussi élevée ne devrait pas être un élément qui inquiète sur la pertinence des actions qu'on est en train de poser pour refaire naître, je dois dire, le milieu. Vous avez raison. Et je pense que l'audit de ce milieu a bien révélé un certain nombre de choses auxquelles on s'attelle, me semble-t-il, au niveau de la CCIB, au niveau des ministères. Je pense qu'on travaille à ça. Mais le gros problème dans ce domaine-là, c'est que nous n'avons pas d'entrepreneurs formés pour être entrepreneurs. Le problème, c'est que nous avons... on a beaucoup d'écoles, d'universités sur la place c'est de publique. ça que je vous parle. Ces écoles-là nous forment des personnalités qui sont bien instruites dans les affaires, dans les sciences sociales. Et c'est seulement quand vous avez fini les études et que vous êtes obligé de trouver un débouché que vous devenez entrepreneur, vaille que vaille. Or, une entreprise, ça s'apprend. On ne devient pas un entrepreneur parce que c'est la seule opportunité qu'on a. On ne devient pas un entrepreneur parce qu'il y a de l'argent disponible qu'on peut aller prendre. Vous verrez bien que par le passé, il y a des projets qui ont donné des millions à des milliers de jeunes par vague qui sont allés à la présidente de la République. Je me rappelle bien, il y a un peu plus de 10 ans, qui sont allés prendre beaucoup d'argent pour entreprendre parce que ça faisait partie d'un projet qui était destiné à la promotion de la jeunesse. Mais tous ces jeunes-là ont pris l'argent, mais ils n'en ont rien fait. Ils n'en ont rien fait parce qu'ils n'ont pas appris ce que c'est que d'entreprendre. Ils n'ont pas appris comment, en partant d'un point zéro, on aboutit à l'implantation d'une véritable entreprise. Il n'y a pas de structure de suivi qui, jour après jour, montre à chacun ce qu'il doit faire, et il n'y a pas de contraintes qui fassent que le jeune entrepreneur qui prend l'argent se croit obligé de ne pas dilapider cet argent. Donc, ils ont tous dilapidé l'argent qu'ils ont pris et ils se sont retrouvés tous au chômage. Personne ne s'en inquiète. Personne ne se dit, mais si tant de personnes, tant de jeunes gens ont pris l'argent et que toutes ces entreprises qu'on espérait voir prospérer sont complètement mortes, il y a un problème à résoudre. Le problème à résoudre, c'est la formation des hommes. Et non le changement de régime. C'est le premier problème à résoudre, c'est la formation des hommes. L'entreprise, c'est dans la tête, c'est vrai, mais c'est aussi dans la pratique qu'on a apprise. Et on ne peut pas devenir un entrepreneur
parce qu'on le décide du jour au lendemain, parce qu'il y a une opportunité à saisir. Et on apprend à devenir entrepreneur. Il y avait une école sur le terrain ici qui donnait ce genre de formation spécifique. Je pense que l'État n'a pas pris assez au sérieux ce volet-là pour former davantage d'entrepreneurs que de personnes instruites de sciences sociales. Je crois que c'est ce que nous allons de plus en plus. Aujourd'hui, on dit qu'on va former beaucoup de techniciens, c'est vrai, mais il faut aussi former des personnes à acquérir une mentalité d'entrepreneur et non plus à lancer une affaire dans l'espoir de devenir riche du jour au lendemain. Parce que tous ceux qui entreprennent aujourd'hui n'ont qu'un seul souci, c'est de devenir riche avant la fin de l'année. Avec un tel esprit, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas semé, ils n'ont pas entretenu, ils n'ont pas sarclé, ils n'ont pas arrosé. Ils veulent récolter tout de suite. Vous voyez? Donc, tout le monde veut investir dans des affaires qui permettent de faire de la plus-value. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas d'entreprise en réalité. Vous n'avez que des opportunistes qui recherchent de l'argent. Et ça ne fait pas un bon écosystème. Parlons de la fiscalité. C'est d'ailleurs ce qui, ma foi, ruine à la limite ou sape le moral de peu d'entreprises disponibles et qui résistent au temps. En face, pas la mouvance, le gouvernement dit nous n'avons jamais créé de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts. Par contre, ceux qui sont sur le terrain disent mais on souffre quand même. Comment s'expliquer ce paradoxe justement? C'est un paradoxe. Je ne suis pas dans le milieu, donc je ne peux pas vraiment témoigner des difficultés que les gens ont, mais tous les échos que nous avons font état de ce que les entreprises sont à la souffrance et que les impôts écrasent tout le monde. Mais la première raison qu'on peut avancer, c'est que peut-être personne n'était habitué véritablement à payer ses impôts et à les payer de façon honnête. Et donc aujourd'hui, non seulement vous êtes obligé de payer, mais vous êtes obligé de payer de façon honnête. Et ça fait que la marge bénéficiaire faramineuse que les gens avaient hier n'existe plus. Et c'est normal que ça grogne parce que hier, quand vous faisiez une petite affaire, vous avez 15 millions, 20 millions tout de suite. Et dans le mois prochain, vous pouvez refaire la même opération. Aujourd'hui, non seulement vous ne pouvez pas se facturer facilement, mais c'est qu'en plus, toutes les opérations que vous faites ont une traçabilité qui permettent de vous faire un redressement au cas où vous ne faites pas une bonne déclaration d'impôt. Bon, la contrainte a toujours généré le malaise et la difficulté. Et moi, je comprends très bien que les entreprises se plaignent par rapport à ça. Mais ce n'est pas qu'au Bénin que ce genre de phénomène s'observe. Partout où on a une bonne politique de fiscalité, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on ne crée pas une entreprise pour être riche du jour au lendemain. C'est impossible. On va finir avec notre dernier sujet qui va nous amener hors du Bénin. On va s'intéresser à la présidentielle au Cameroun. C'est la foire aux candidatures. Là-bas, au dernier jour, je dois dire, du dépôt des candidatures, c'était en début de cette semaine, eh bien, on a enregistré, et l'ICAM a enregistré, mettons, 81 candidatures, 81 dossiers. Et 80 personnes en dehors de Paul Biya qui estiment qu'il y a des raisons objectives de changer le régime et sa façon de diriger le pays. Bon, moi, je considère que c'est la longévité qui est la conséquence directe de ce phénomène, d'une part. Et d'autre part, le fait qu'on considère que Paul Biya, en lui-même, n'a plus les ressources pour diriger le pays et que c'est d'autres personnes qui, de façon indirecte, sont aux affaires. Donc, oui, les gens ont la prétention de diriger le pays parce qu'ils considèrent qu'il y a un vide. En fait, il y a un vide à la tête de l'État et qu'il faut véritablement un président pour oui, mais ça ne peut pas appeler autant de fourmillement de candidatures, d'intérêts. On a l'impression aussi que le système BIA y a travaillé, y a contribué en semant un peu la zizanie au sein des différents partis politiques qui pourraient présenter des candidatures assez sérieuses. Ce n'est pas que ça. C'est que l'un des phénomènes qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'individualité prend un peu le pas sur
la collectivité. Donc, chacun pense avoir un projet de société différent qui peut aider à sortir le Cameroun de l'ornière, alors qu'en réalité, si on les prend individuellement, la plupart n'ont pas 10 façons de penser à sortir le Cameroun de là. Donc, c'est peut-être les regroupements politiques qui manquent, et c'est l'un des travers de la démocratie qui voudrait que le champ soit ouvert à toutes les personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce phénomène qui s'est produit au Cameroun a déjà donné à penser qu'il faut trouver le moyen d'arrêter la saignée en mettant des critères qui ne permettent plus à tout le monde de venir se présenter. Mais là, nous ne sommes plus en démocratie. C'est la démocratie qui permet quand même à ce que même le plus petit, pour peu qu'il remplisse les conditions, puisse quand même déposer sa candidature, quitte à ce que bon, les organes chargés de faire le tri disent oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Bon, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on se scandalise d'avoir 81 candidatures? On aurait pu penser que c'est tout à fait logique et que même s'il y en avait 300, étant donné que c'est une démocratie et qu'on est libre, ça n'a rien de surprenant. Mais pourquoi on s'en étonne? Parce qu'en réalité, on est rentré déjà dans un glissement qui nous conduit non plus vers l'adoption de projets de société solides, bien construits, par des groupes bien organisés, mais ce sont des aventures solitaires en réalité qu'on enregistre. Et si de notre côté ici, au Bénin, nous avons trouvé le moyen de brider un peu ce genre de candidature, peut-être un peu trop, de façon à en avoir même beaucoup trop peu. Et il faut quand même se dire qu'il y a une obligation de mettre des codes pour que ce genre de situation ne vienne pas nous ridiculiser, parce que c'est ridicule. Comment c'est ridicule? C'est ridicule d'avoir... Si nous en discutons sur ce plateau, oui, c'est parce que ce n'est pas normal. Oui, mais juste parce que c'est la première fois qu'on a un tel nombre. Et peut-être, qui sait, dans 5 ans, si Paul Biya était encore en vie et qu'il posait sa candidature, on pourrait aller à 200 candidatures, 300 candidatures. C'est de ça que je vous parle. Et je vous dis que ce n'est pas une chose normale, parce que ce n'est pas parce qu'on dit démocratie que, bon, ben... tout c'est ouvert et que n'importe qui peut venir dire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des regroupements. C'est indispensable. Et il faut qu'il y ait des regroupements qui permettent d'asseoir des projets de société bien solides, qui fassent des propositions alternatives les unes comparativement aux autres. C'est ça qui fait grandir la démocratie en fait. C'est le débat d'idées, mais d'idées percutantes, d'idées sérieuses, qui fait grandir la démocratie. Lorsque vous avez 81 candidats, de quoi voulez-vous débattre? Vous ne voulez débattre de rien. Il n'y a même rien à discuter. C'est des aventures solitaires, et c'est une fois que ces personnes seraient peut-être élues qu'on va les voir en train de constituer leur équipe avec des personnes qui ne pensent absolument pas la même chose, qui n'ont pas la même vision, qui ne se projettent pas dans le même avenir, composer des équipes hétéroclites comme ça et bricoler pendant le temps de la mandature pour que chacun puisse y trouver son compte. Bon, est-ce que le pays avance? C'est la question qu'on ne se pose pas beaucoup. Aujourd'hui, ceux qui sont candidats, enfin, on va dire prétendants à la candidature, ne sont pas forcément encore choisis, parce que l'ECAM peut... oui, absolument. C'est pourquoi on va attendre encore... on va attendre, peut-être qu'il n'en restera qu'une trentaine ou une vingtaine, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que, à la porte de la présidence, on sonne beaucoup, parce qu'on sent qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien de solide. Alors, on a aussi que les partis politiques ont présenté 2 ou 3 candidatures, certains partis politiques. Le plus surprenant même, c'est le principal opposant, Maurice Kamto, qui quand même a essayé de déposer sa candidature, non pas sous la bannière du parti, de son propre parti, mais il est allé négocier, je dois dire, avec un autre parti pour pouvoir déposer sa candidature. On a l'impression que c'est un melting pot où, ma foi, on ne sait véritablement pas ce qui va s'en sortir. Surtout que même au sein du gouvernement encore, on a des candidatures qui ont été sollicitées et certains qui sont partis du gouvernement aussi qui ont posé leur candidature. On verra bien tout ce que ça apportera. Non, mais quand vous dites qu'on ne sait pas ce qui va en sortir, vous avez tout faux. Ah oui? Nous savons tous que c'est Paul Biya qui sera élu. Oui, bon, enfin, ce que l'État va revenir. Nous savons tous que, quel que soit le nombre de candidats qui seront retenus, c'est Paul Biya qui sera réélu. Vous pronostiquez trop tôt, là. Non, mais nous savons comment ça fonctionne. C'est la 8e mandature, il ne faut pas l'oublier. Et nous savons que c'est un système qui est installé et que
Bon, la démocratie, parfois, a de ces travers qui font qu'on installe une machine qui peut rester de façon pérenne au pouvoir. Et le Cameroun en est un bel exemple, et je pense qu'à partir de l'exemple du Cameroun, on peut s'instruire. Allez, c'est Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.